20h à Abidjan, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 22 février. À la une ce soir, le vice-président à la 37e rencontre annuelle interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire. Cette année, le Rotary Club fait de la lutte contre le cancer son objectif. Et vous le verrez dans ce 20h. Le ministre de la Défense donne le top départ du festival Saint-Pierre de San Pedro. Pour la deuxième édition, Ahmed Bakayoko agit au nom du Premier ministre. Ce sont 10 000 festivaliers qui vont découvrir la région de San Pedro. Nous y ferons un tour. On ira aussi à Paris pour voir le Salon international de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce samedi. Le secteur élevage est à l'honneur. La Côte d'Ivoire participe à ce rendez-vous le plus attendu du monde agricole. Le salon va durer 9 jours. Et enfin, au Togo, l'heure est au dépouillement après le vote. Plus de 3,6 millions de Togolais étaient aux urnes ce samedi. 7 candidats pour un seul fauteuil, dont Faure Gnassingbé, l'actuel chef de l'État. Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver. On commence par cette interrogation. Quel regard portons-nous sur les masques aujourd'hui? Est-ce que les masques bénéficient toujours de respect et de considération? Notre invité ce soir a décidé d'exposer sur le masque dans. Il s'agit de M. Mamadou Koblé Kamara, préfet, auteur de l'œuvre « Les fonctions du masque dans la société dans de Sipilou ». Bonsoir, cher invité. Bonjour, madame. Comment se porte le masque dans notre société aujourd'hui? À mon sens, il se porte très bien. Il se porte bien et pourtant il se fait rare. Au regard des festivals qui se multiplient, au regard aussi de la ferveur que cela soulève dans nos manifestations du genre Nidali Festival, je pense que le masque a encore de beaux jours. Mais est-ce que le masque garde toujours son caractère secret? Oui, mais il arrive que, occasionnellement, un homme et une femme comme vous sont aujourd'hui invités à en parler devant l'État. Je pense que ce secret est toujours là, mais exceptionnellement, on peut déroger. Du coup, dans une trentaine de minutes, nous allons revenir à vous pour en parler justement. Mais en attendant, intéressons-nous à la 37e rencontre annuelle interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire. C'est le vice-président qui a ouvert les assises, nous dit Gabriel Zani. Les hommes, la dernière phrase de l'hymne du Rotary Club est aussi son credo. Les 39 clubs rotariens de Côte d'Ivoire, des délégations du Mali, du Burkina Faso sont à Assini pour la 37e rencontre annuelle interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan, le vice-président, est l'illustre invité de l'association. Les Rotariens réitèrent une fois de plus leur engagement de solidarité. C'est la Côte d'Ivoire qui a eu l'idée, au niveau de tous les Rotary, en tout cas africains, je ne sais pas du monde, d'instituer cet arropage de tous les Rotary du club du pays pour discuter un peu de la marche à suivre de ce que nous faisons. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important que vous soyez là, parce que vous êtes là pour que nous puissions avancer. Si vous n'étiez pas là, on ne peut rien faire. Labor improbus omnia vincit, disait Virgile, le travail acharné vainc tout. Engagement de portée humanitaire et sociale, cette année, le Rotary Club d'Abidjan Akwaba, initiatrice de la cérémonie, accentuera la lutte contre le cancer du sein. En 2018, le pays a enregistré plus de 2500 nouveaux cas et sur 100 000 femmes, au moins 10 sont mortes de la maladie la même année. Le vice-président encourage les projets de Rotary Club à Abidjan. Le gouvernement de Côte d'Ivoire vous encourage à ne jamais abandonner ce noble sacerdoce. Continuez de tenir la flamme allumée du Rotary partout sur le continent et dans vos pays respectifs, afin qu'aucun jour ne se passe sans que le Rotary ne se joigne à ses frères aux quatre coins du monde pour mener des actions locales, nationales et bien sûr internationales. Qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité aux membres du Rotary international, aux responsables et aux membres du Rotary du district 9101,
pour toutes les actions sociales réalisées dans les domaines notamment de l'éducation, de la santé, de l'eau, afin d'aider les populations de notre sous-région. À cette ouverture de la journée scientifique de la 37e rencontre annuelle interview des clubs Rotary, une conférence sur le cancer, des travaux en atelier permettront de dégager des solutions pour la sensibilisation et le dépistage précoce du cancer du sein. Et au nom de l'altruisme et du bénévolat, le vice-président a été fait membre d'honneur du Rotary Club Yinka Babalola, vice-président de l'organisation. C'est le plus haut grade que reçoit une personnalité qui n'est pas rotarienne. Yinka Babalola plaide pour plus de rotariens dans le pays. Cette année, le Rotary Club International fête son 115e anniversaire. Le vice-président également à la clôture du Forum africain. L'objectif de ce forum mondial était de promouvoir l'investissement pour le développement et la valorisation du tourisme en Afrique. Le point avec Patricia Oumouetia. Le premier forum sur l'investissement touristique en Afrique a fermé ses portes ce vendredi. Durant 2 jours, ce forum a réuni 793 participants de 9 pays africains. 140 projets ont été présentés, selon le rapport général du forum lu par le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, Nasseneba Touré. Pour le ministre du Tourisme et des Loisirs, ce forum a été un succès. C'est environ 1220 milliards d'intentions manifestées par l'ensemble des investisseurs à l'égard des porteurs de projets. Mais c'est l'occasion de mentionner que la Côte d'Ivoire n'a pas voulu présenter autant de projets, sauf le secteur privé ivoirien qui s'est fortement mobilisé dans ce élan. Durant cette grande messe, la Côte d'Ivoire a capté 1220 milliards de francs CFA d'intention ferme d'investissement. Permettez-moi donc de vous adresser, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nos vives félicitations à toutes et à tous pour les résultats remarquables auxquels vous êtes parvenus à l'issue des travaux scientifiques qui ont meublé ces assises. Donc j'ai bien noté qu'il y a 1220 milliards de francs CFA d'engagements qui ont donc été pris, 2,2 milliards de dollars. À travers ce forum, l'Organisation mondiale du tourisme veut hisser les pays africains à faire la promotion de l'investissement. Et c'est parti pour le festival dénommé Festival Saint-Pierre de San Pedro. C'est d'ailleurs le deuxième titre de ce journal et c'est la deuxième édition de ce festival. C'est le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, qui a lancé l'événement hier au nom du Premier ministre. San Pedro, ville d'avenir, a été retenu comme thème pour cette deuxième édition. Le point avec Sam Kona. San Pedro, aux couleurs du festival dénommé Festival Saint-Pierre, qui se tient pour la deuxième édition à la place Saint-Pierre, en bordure de mer. Il s'agit pour les initiateurs de valoriser le patrimoine culturel, économique et touristique de la région de San Pedro. Feu le président Félix Houphouët-Boigny affirmait le 6 août 1969, en parlant de San Pedro, que San Pedro c'est pour nous l'espoir, en donnant vie à une région, de fournir des emplois nouveaux en hommes considérables et aussi des terres à tous ceux qui auront le souci de les mettre en valeur, de créer en définitive un pôle de développement qui contribuera à l'équilibre de notre économie. Fin de citation. L'organisation du festival de Saint-Pierre s'inscrit bien dans la dynamique de cette pensée futuriste du père de la nation ivoirienne. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui représentait le Premier ministre, a d'abord été reçu symboliquement par la chefferie traditionnelle kroumaine pour la traditionnelle koula, avant de procéder à l'ouverture du festival. Un festival qui a lieu, selon lui, grâce à la paix. Restons un pays en paix, un pays qui se développe, un pays qui progresse, un pays qui avance. C'est le plus important. Quand le pays avance, on n'a pas le temps de se faire la guerre et on fait des festivals pour que chacun s'amuse, chacun ait la paix dans le cœur, la joie dans le cœur et que chacun mène sa vie tranquillement. C'est l'ambition du président Ouattara, que la Côte d'Ivoire soit en paix, que les Ivoiriens soient apaisés, qu'ils vivent bien, qu'ils soient heureux. 10 000 personnes sont attendues pendant 3 jours à ce festival Saint-Pierre.
parrainé par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. On note la présence d'une délégation venue du Burkina Faso. Voilà, ce sont donc 10 000 festivaliers qui vont découvrir ce que la région de San Pedro possède comme richesse culturelle, économique et touristique du 21 au 23 février. 14e étape de la phase 2 du programme Agir pour les jeunes dans la région du Bélier. À Toumoudi, 565 jeunes ont reçu plus de 151 millions de francs CFA pour le financement de leurs projets, un engagement du gouvernement ivoirien qui vise à lutter contre le chômage des jeunes. La suite avec Kader Sogodogo. On serait tenté de l'appeler la caravane du bonheur. Le programme Agir pour les jeunes, en sa phase 2, est en étape de la région du Bélier. À Toumoudi, 565 jeunes porteurs de projets issus des départements de Tibissou, Didievi, Djekanou et Toumoudi ont reçu leur chèque. C'est la somme de 151 281 900 francs CFA qui a été dégagée pour permettre à ces jeunes de mener des activités génératrices de revenus. Un jour nouveau s'élève pour les bénéficiaires. Il y a des joies qui sont une source intarissable de force pour l'âme. Oui, les chèques que nous recevons ce jour nous redonnent espoir. Car ayant eu des rêves dans le passé, aujourd'hui nous pouvons leur donner vie au travers de ces financements. La volonté du gouvernement de se tenir auprès de la jeunesse à travers des solutions efficaces est un processus de non-retour. Dans les prochains mois, précisément à partir du mois de juin, nous allons passer à la 3e phase donc, de cette opération qui va toucher 112 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national. Et pour votre région, en plus des 565 bénéficiaires de ce jour, nous aurons à partir du mois de juin 1644 bénéficiaires pour un montant total de 739 millions de francs CFA. Raymond Goudoukofi, Dr Brice Kwasi, la voix des membres du gouvernement pour saluer cette action dans leur région d'origine et pour encourager les jeunes bénéficiaires à mériter la confiance de l'État. C'est fait entendre. Ce pourquoi vous avez postulé et ce pourquoi vous avez eu la chance d'être retenu, vous devez le faire, vous devez le dérouler. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le vivrier, plus particulièrement, que ce soit dans les services, que ce soit dans d'autres activités, vous devez absolument travailler, avoir des résultats. Après le Bélier, ce sera au tour du district de Yamoussoukro, 15e étape de la caravane du bonheur, à travers le programme Agir pour les jeunes. Et ici à Abidjan, l'élection à la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire lancée par le ministre de l'Artisanat, signalons que depuis pratiquement 5 ans, il n'y a pas eu d'élection à la Chambre de métiers. Les détails avec Walter Amadou. La Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, CNMCI, a pour principale mission l'organisation et la promotion des entreprises de métiers et de l'artisanat. Pourtant, depuis environ 5 années, la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire est en attente du renouvellement de ses instances. D'ici à 3 mois, cette situation va être résolue, assure le ministre de l'Artisanat Sidiki Konaté lors de la présente rencontre avec les artisans mobilisés à la rotonde de la cité financière au Plateau. Des artisans qui placent beaucoup d'espoir en leur organisation après la tenue de ces élections. Donc ces élections viendront vraiment sortir le secteur de l'artisanat de l'informel. Nous attendons les moyens pour pouvoir financer nos besoins. Le président du comité électoral, Amani Ipou, rappelle les étapes des élections à la Chambre nationale de métiers. C'est d'abord une campagne d'information auprès des artisans. Une fois la liste électorale définitive arrêtée, nous allons organiser les différentes élections au niveau départemental, au niveau régional et enfin au niveau national. La Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire représente l'un des maillons essentiels dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en ce qui concerne l'artisanat. Son bon fonctionnement est un atout dans le plan d'action du ministère de l'Artisanat. Nous avons besoin d'une chambre opérationnelle
pour pouvoir lancer avec nous les grands chantiers du ministère, tels que donc l'aménagement des sites de travail pour les artisans, la question du financement et l'opération d'identification générale des artisans. Et tout ça pour nous permettre donc d'avoir une base de données fiable, des entreprises bien organisées et faire une bonne promotion donc, de ce secteur comme le gouvernement nous l'a demandé. C'est en janvier 1991 que la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire a été instituée par décret. Le lancement du processus électoral par le ministre Sidiki Konaté sonne ainsi le début du processus de renouvellement de ces organes. Le troisième titre de ce journal nous conduit directement à Paris, où le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes ce samedi, porte de Versailles. 600 000 visiteurs, 1400 éleveurs et 4000 animaux attendus pour cette 57e édition. La Côte d'Ivoire participe à ce salon qui va durer 9 jours. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Paris, Jean-Luc Gbangbo et Zakaria Traoré. Le Salon international de l'agriculture de Paris, le plus grand événement agricole du monde, s'ouvre officiellement. Une ouverture marquée par la visite du président français Emmanuel Macron, venu encourager les acteurs du monde agricole de France et du monde entier. Des échanges directs qui ont permis à certains d'exprimer leurs préoccupations pour la valorisation de cette activité, mais aussi pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Je veux aller jusqu'à l'Élysée pour défendre toutes les petites retraites et l'allocation à l'adulte handicapé. Et c'est pas normal que les retraités n'ont pas une prime de Noël. La 57e édition d'ICIA, Salon international de l'agriculture de Paris, c'est aussi l'occasion pour les professionnels du secteur de présenter les innovations et les avancées technologiques pour une agriculture résiliente. Les capteurs émettent par onde radio tous les quarts d'heure et on agrège les données sur une application. Cette application, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle permet à l'agriculteur de voir en temps réel ce qui se passe sur sa parcelle et il peut aussi se mettre des alertes sur des cumuls de pluie, sur des seuils de température ou d'humidité. On met aussi des plages de pulvérisation en fonction des conditions météo maintenant et dans les heures à venir. Est-ce que c'est propice pour aller traiter, pour aller irriguer, etc. Est-ce que je peux rentrer dans ma parcelle? Exemple pratique, est-ce qu'en fonction de la pluie qui est tombée, ma parcelle est praticable? Est-ce que le sol est ressuyé? Parce que sinon, si je rentre dans la parcelle et que je laisse mon tracteur, c'est pas possible. La Côte d'Ivoire fait partie des pays invités à ce salon. Une opportunité mise à profit par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour décliner la politique agricole de la Côte d'Ivoire. Kobena Kwasi Agumani situe ici les enjeux de la participation ivoirienne. Notre objectif, c'est de promouvoir ce que nous produisons en Côte d'Ivoire et également de nous inspirer de l'expérience de la France pour que Sahara 2021 soit au-delà de l'imagination parce que ce sera un Sahara grandeur nature. Aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons rencontré certains opérateurs économiques qui sont prêts à s'installer en Côte d'Ivoire. D'autres y sont déjà. Et je crois que c'est à l'occasion d'un tel salon que de grands contacts sont noués et que de grands financements sont attendus. L'agriculture vous tend ses bras est le thème de cette 57e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Et l'un des défis les plus importants de cette édition, c'est bien l'atteinte de la barre de millions de visiteurs. L'édition dernière, ce sont 633 000 visiteurs qui ont échangé avec le millier d'exposants et de professionnels du monde agricole. Ouvert ce samedi 22 février 2020, le Salon international de l'agriculture de Paris refermera ses portes le 1er mars prochain. Et voilà, c'était l'ouverture du Salon de Paris avec Jean-Luc Gbangbo, Kwasi Mamadou et Zakaria Traoré, nos envoyés spéciaux sur place à Paris. Ici, concernant l'éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale a reçu les clés d'une cantine et d'un bâtiment de 3 classes offerts par Ange Kessi, commissaire du gouvernement. Le reportage de Eman Niami. Un bâtiment de 3 classes plus bureaux offert au lycée moderne d'Ara et une cantine scolaire pour le PP Kwadiokro, village situé à 17 km d'Ara. Le donateur, le contre-amiral Ange Kessi Kwame, commissaire du gouvernement. Lui-même fils de la localité d'Ara, il indique que ces dons qui ont une histoire sont une contribution pour permettre aux élèves d'apprendre dans de bonnes conditions. Ces 2 actes ont une histoire. La première, celle de Kwadiokro, c'est que je me suis rendu
dans ce village pour une visite. Vers la sortie, un groupe de jeunes m'ont interpellé pour me dire, écoutez, est-ce que ce serait pas intéressant que vous nous fassiez une cantine? Quant aux 3 salles de classe ainsi que le bureau d'éducateur, son histoire remonte à 2010. Pour la remise des clés des infrastructures réalisées, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a effectué le déplacement. Kandia Kamara souhaite que d'autres bonnes volontés emboîtent le pas au commissaire du gouvernement. C'est un cadre d'ARA qui a été formé ici à ARA, qui est un haut cadre de la nation et qui fait aujourd'hui un retour à ses parents. Donc c'est un acte que nous saluons. Ce bâtiment de 3 classes va permettre de décongestionner un tant soit peu les salles de classe du lycée moderne d'Ara. Quant à la cantine de l'EPP Kwadiokro, elle permettra aux élèves de s'alimenter sur place afin de mieux se concentrer sur les cours. Le donateur Ange Kessi n'entend pas s'arrêter à ces 2 réalisations. Il indique qu'il a également en projet la construction d'un dispensaire dans le village d'Anekro dans le département de Bongouane. Dans l'actualité politique ce soir, un mouvement de soutien aux actions du Premier ministre vient de voir le jour dans la région du Ourodougou. Il s'agit du mouvement citoyen Amadou Gon Coulibaly. Sa mission, remobiliser les militants de la région pour une victoire du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix en octobre prochain. Le reportage d'Alassane Coulibaly commenté par Franck Kouadio. À Séguéla, dans la région du Ourodougou, c'est dans une ambiance de fête que les cadres du RHDP sont accueillis. Les populations se sont mobilisées pour rendre hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et au président de la République Alassane Ouattara pour toutes les actions menées en faveur de la cohésion sociale, du développement local et du bien-être des populations. C'est un homme de vision, c'est un travailleur infatigable et nous allons travailler pour lui. La Côte d'Ivoire est tout en chantier. Alors c'était notre manière à nous de l'encourager, de lui dire merci, toute notre reconnaissance. Dans un élan de soutien au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de promotion de ses actions, une section du MOKGC, Mouvement citoyen Amadou Gon Coulibaly, a été installée. Dirigé par Soumaro Suleiman, dit Vasco, le coordonnateur régional, le MOKGC va œuvrer pour la victoire du RHDP en 2020. Dans cette perspective de victoire du RHDP, le MOKGC compte mener une campagne de sensibilisation auprès des jeunes et des femmes. 2 franges importantes de l'électorat dans le Ourodougou que le MOKGC veut transformer en voix pour le RHDP. Le Conseil national des imams de Côte d'Ivoire s'engage aussi pour la paix. Les imams appellent hommes politiques, guides religieux et populations à œuvrer pour la paix et pour des élections apaisées en octobre prochain. Leur déclaration dans 7 éléments de Bintou Pekele et de Dengui Dengui. Dis à mes serviteurs de prononcer de bonnes paroles. Le démon se glisse entre eux. Le démon est l'ennemi déclaré de l'homme. C'est sur la base de ce passage du noble Coran que les imams du Conseil national islamique CENI invitent l'ensemble des Ivoiriens, notamment les hommes politiques, à préserver la cohésion sociale. Aujourd'hui, plus que jamais, les Ivoiriens doivent se donner la main. Ils doivent discuter fraternellement de tous les problèmes que rencontre la Côte d'Ivoire. Nous demandons à tous, aux responsables politiques, à tous les responsables communautaires, aux leaders d'opinion, aux hommes et aux femmes de bonne volonté de fournir les ressources nécessaires à la préservation de la paix si chère à notre pays. El Hadji Isiaka Kamara, dans la suite de sa déclaration, appelle les autres confessions religieuses et la société civile à œuvrer pour des élections apaisées en octobre prochain. À l'endroit des confessions religieuses, le Conseil national islamique vous demande de redoubler d'ardeur dans les prières, les invocations dans les mosquées, les églises et les temples, afin que le Seigneur Tout-Puissant permette à la Côte d'Ivoire de traverser ces moments sensibles et difficiles que constitue la période électorale dans la paix et la sérénité. Le Conseil national des imams de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion de cette conférence pour prier pour la paix. Présidentielle au Togo ce samedi.
Plus de 3,6 millions de Togolais étaient aux urnes. 7 candidats sont en lice, dont Faure Gnassingbé, l'actuel chef de l'État. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Sidonie Davila Waka. Il est 16h, heure de fermeture officielle des bureaux de vote, quand cette dame fait son entrée dans l'un des centres du quartier Guigoli. Après avoir sillonné 2 bureaux, Nathalie Niamé trouve enfin le sien et vote. Comparativement à Nathalie, Apeti Kwaku ainsi que plusieurs autres électeurs ont fait le choix de voter le matin. Ce matin, nous sommes là pour voter. On a bien voté dans la joie et à la paix aussi. Donc ce matin, je me suis très tôt réveillé pour venir vite faire ça quand j'ai autre chose à faire. Ce matin, je suis là pour accomplir mon devoir citoyen. Voter et choisir un candidat, élire un candidat pour le Togo qui sera le futur président de tous les Togolais. Oui, on est venu voter pour nos biens. On est venu vite pour voter s'il y a des travaux à faire à la maison. On peut voter vite pour aller s'occuper de nos travaux. D'un avis général, le scrutin s'est déroulé dans le calme et la discipline selon les observateurs. Ce samedi 22 février, 3 614 056 électeurs ont fait le choix de leur président pour le prochain quinquennat. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, dispose de 6 jours pour proclamer les résultats définitifs de la présidentielle au Togo. Et après le vote, l'heure est au dépouillement au Togo. Rappelons que 3,6 millions d'électeurs étaient appelés donc aux urnes jusqu'à 16h dans les 9 383 bureaux de vote du pays pour départager les 7 candidats en course pour la présidentielle. Parmi les candidats, Faure Gnassingbé, l'actuel chef de l'État. Fermeture des bureaux de vote et début du dépouillement avec Sidonie Davila, notre envoyé spécial dans nos prochaines éditions. Et suivez nos différentes éditions justement d'information avec notre envoyé spécial au Togo pour la présidentielle sur RTI Info, supervisé par Lassina Ouattara. Nous ouvrons maintenant la page consacrée à l'actualité culturelle et c'est maintenant. La place du masque, dans nos traditions, nos us et coutumes, il fallait y penser. La société dans celle de l'Ouest ivoirien est alors le terreau idéal selon l'auteur Mamadou Koblé Camara, administrateur civil. Il nous plonge dans ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie religieuse des dents de Côte d'Ivoire. Comment s'y prend-il? Ces déclinaisons ou des domaines d'intervention particulières du masque dans cette société sont explorés. Les oracles liés aux événements sociaux, des pratiques telles la circoncision ou encore les rites et cultes, des détails et des images pour montrer l'omniprésence du masque, son impact, ses fonctions, et cela à travers des témoignages et des développements de thématiques, bref, un récit détaillé. L'exercice de l'analyse laissé au lecteur, l'auteur, lui, invite le commun des mortels à la découverte d'une culture, sa culture. Voilà, nous venons de suivre votre œuvre. Nous sommes, je rappelle, avec Mamadou Koblé Camara, auteur de l'œuvre « Les fonctions du masque dans la société » dans... Rebonsoir, Bonsoir, M. Mamadou. Pourquoi un livre sur le masque? Pour partager avec le reste de la Côte d'Ivoire ce que les dents savent faire en matière de masque. Qu'est-ce que les dents savent faire en matière de masque? Les dents ont fait du masque un pilier de leur société, quand bien même tout le monde sait que le masque, c'est l'art de déguisement. Ils l'ont transformé en institution pour pouvoir subvenir, pour pouvoir répondre à certains besoins de la communauté. Et on peut avoir une idée des masques dents? Ils sont bien nombreux et la typologie ne nous ferait pas quitter facilement ce plateau aujourd'hui. Il y en a de plusieurs sortes. On peut citer 2. On connaît les chassiers. Les masques échassiers et les masques courts, ceux qui sont au niveau du sol. Quel est le rôle de l'échassier? Quelle est sa mission? À quel moment il sort? L'échassier, parce qu'il est élégant, il est grand, oui. Et il a toujours un accoutrement assez assorti. C'est un masque de divertissement, de réjouissance. Il intervient habituellement pour les divertissements. Et sur votre œuvre, on voit là un masque. Il s'agit de quel masque? C'est Guédro de Glanlé. Parce que fort. Les dents ont puisé dans le règne animal des images pour pouvoir baptiser leur masque. Et Dro, c'est la grenouille qui s'oppose à Po, qui est le crapaud. Et le crapaud, il y a un masque aussi qu'on appelle Chacha Poudin,
qui est plein d'humour, qui est parfois aussi grossier. Il faut comprendre la tradition pour arriver à déchiffrer ce que vous dites. Qui peut prêter son talent au masque? J'aime bien cette expression de prêter le talent au masque par rapport à l'autre expression qui dit qui est dans le masque. Parce qu'il n'y a personne dans le masque. Le masque garantit l'anonymat. Et tous ceux qui ont une faculté particulière, tous ceux qui ont des dons particuliers, de bons chanteurs, de bons coureurs, mais aussi des dons de mystique, peuvent prêter leur talent à la communauté, à l'institution du masque. D'accord, personne dans le masque? Il n'y a personne dans le masque, il y a un génie. Le masque est un génie. D'accord. Voilà. Ça nous emmène à savoir si le masque bénéficie toujours de respect, de considération avec l'avènement des religions. Le masque tend à perdre cette considération par le fait des religions. Mais en répondant, je dois aussi faire l'observation suivante, que la tradition du masque souffre moins des attaques des musulmans que des chrétiens évangéliques qui ne le respectent pas du tout, qui le traitent comme souvent le dernier retranchement des sorciers, des gens mauvais qui sont à l'origine de leur insuccès dans leurs occupations. Et pourtant, donc, vous voulez donner une autre image au masque, c'est ça? Moi, je veux qu'on conserve l'image ancienne du masque. Et quelle était cette image du masque? Il était respecté. Il intervenait pour plusieurs fonctions au niveau de la société, intermédiaire entre les vivants, les morts et Dieu. Le masque était aussi capable des actes extraordinaires tels que la construction du pont de Liane, par exemple, qui est prêté au génie. Et il y a des masques aussi qui courent très vite et qui entretiennent aussi la société dans des jeux comme on appelle le Guébia, qui est devenu célèbre à Yopougon et dans nos villages dedans. Et pour parler justement du masque, de ses bienfaits, à la page 20, on voit le masque Sagbé. C'est le masque des Diomandés. Lui, il intervient pour prévenir les villageois contre les incendies et les feux de brousse. Nous sommes en période de sécheresse. Effectivement. Je dirais que le Sagbé est partagé par les Maou de Touba, par les Dan du pays Dan. Et dans le sud du pays Dan, on a le Wadougué, comme on le dit là-bas, qui est là aussi pour éteindre les feux. De quoi s'agit-il? Autrefois, à la veille de la saison sèche, nos parents décrétaient des mesures interdisant de faire le feu dans les villages entre 9h et 13h ou 14h pour éviter qu'un incendie éclate dans une case et incendie tout le village. Et c'est donc le Sagbé ou le Wadougué qui est chargé de l'application de cette mesure. Et au chapitre 1, vous parlez des rites pour obtenir la pluie. Ça veut dire un masque qui éteint le feu et un autre qui appelle la pluie. Trop de mysticisme. Effectivement, le masque, dans le premier chapitre, il s'agit d'une sécheresse sévère et le masque étant considéré comme l'intermédiaire entre les vivants, les morts et Dieu, on lui a confié d'officier ce rite-là pour faire tomber la pluie. Et il y a aussi ce qui concerne les rites qui concernent à l'occasion d'un accouchement difficile. Oui, il s'agit aussi des cas authentiques, en ce sens qu'il interdit aux femmes de voir un masque non habillé. On dit en Dan un masque nu. Quiconque, c'est-à-dire une femme qui a intentionnellement vu le masque nu, a commis un acte répréhensible et elle est avec sa conscience. Mais il se trouve qu'elle était enceinte et comme l'enfant ne voulait pas sortir, le devin a découvert qu'elle avait posé cet acte intentionnel. Et cette femme interrogée a avoué avoir commis cet acte. Et quand c'est comme ça, on fait boire à la parturiente l'urine du masque. C'est ce qui s'est passé. Le Zaouli, chez les Gourous, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quel est votre commentaire? Et à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour les masques dents? Je me réjouis beaucoup du fait que le Zaouli soit porté au patrimoine de l'UNESCO. Si vous me permettez, c'est le moment de dire toutes nos félicitations et nos admirations au ministre de la Culture et de la Francophonie. Ce que je dois dire, c'est que le Zaouli, c'est lui qui est inscrit au patrimoine, mais ce n'est pas le djé. Le djé qui est aussi un masque très sacré, lui n'est pas au patrimoine de l'UNESCO.
aux dents, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le masque soit aussi connu là? C'est qu'ils choisissent, soit parmi les échassiers, ou bien les autres diversités de masques de divertissement pour pouvoir les présenter mieux, apporter, si on pourrait dire, une valeur ajoutée pour que cela intéresse le monde entier, pour qu'on puisse l'inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Donc, depuis un certain temps, le masque est vu autrement, à l'exception d'un village appelé Glanleu, à quelques kilomètres de Sipilou. Ce village reste le grenier des masques dents. Vrai ou faux? Vrai. Glanleu est mon village maternel. Et comment ce village a pu préserver sa tradition? Dans tout le lointain Sipilou, Glanleu a toujours été le village le plus peuplé. Et où les gens ont beaucoup d'initiatives de divertissement. Mais toutefois, ils ont conservé intactes les traditions des Zo. On appelle en langue Zo, en Yacouba Zo, les grands maîtres d'une confrérie donnée. Et donc, la confrérie des Zo veille sur les masques. Et c'est pour ça que le village est arrivé à préserver cette culture. Tradition, oui. Cette culture. Sur la couverture de votre livre, vous écrivez, je cite, « Le masque n'est-il pas à la fois génie, divinité, compagnon des générations disparues et l'héritage laissé à la postérité? Génie. » Génie, je le disais tout à l'heure, les dents pensent qu'il faut avoir des capacités extraordinaires pour être comparé à un génie. Et le masque est génie lorsqu'il construit le pont de liane, lorsqu'il exécute des tâches qui sont hors de la portée de monsieur n'importe qui. Divinité. Divinité parce qu'il est l'intermédiaire entre les vivants et les morts. Compagnon des générations disparues. Les masques ont une histoire, soit qui vient de la tradition, ou bien de ce que les gens leur ont raconté. Ça peut relever de la légende, comme ça peut relever de ce que les gens ont vécu effectivement. L'héritage laissé à la postérité. Comme ils sont souvent très anciens, plusieurs générations ont vécu avec les masques, ils ont cédé à notre génération et il nous appartient aujourd'hui de faire mains et pieds pour qu'on puisse les laisser aussi à nos enfants. Et vous, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que vous faites pour le retour de ces objets d'art? Pour le retour des objets d'art, je dirais à notre humble niveau que nous avons créé la Fondation Koblé des Mandés Sud qui est à Mans. Et nous nous employons à collecter des informations sur les masques, à documenter les objets d'art que nous avons pour pouvoir les réserver, les garder demain pour les traditions, du moins pour les générations à venir. Et je dois dire qu'aujourd'hui, au niveau de la Fondation Koblé à Mans, nous avons par exemple la cage de divination que les gourous appellent monnaie d'Ozan. C'est une pratique de divination où on emploie une souris qu'on enferme dans la cage et on dispose dedans des restes alimentaires. Et lorsqu'on découvre ce que la souris aura laissé comme trace, le devin dit maintenant l'oracle. Et j'ai une cage comme ça que j'ai obtenue de mes amis suisses de Zurich, du Muséum Rydberg de Zurich, des mains de M. Homberger Lorenz et de Ebera Fischer. Merci, et nous sommes monsieur. prêts à en accueillir d'autres. Merci, monsieur Mamadou Koblé Camara d'être venu sur notre plateau. Vous militez en fait pour le retour des masques qui sont en voie de disparition. C'est ça? Effectivement, effectivement. Et nous appelons tout le monde à venir militer avec nous. Espérons que le message passera. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette édition. Michel Mambo, Mariette Alangba, Perpétue Makakra, Ido Georgette. Bonne soirée à vous. À 23h, vous avez rendez-vous avec Kolo Koulibaly. Moi, je vous retrouve demain à 20h, si Dieu le veut.